Cultiver son jardin en lasagne, alors ça c'est des techniques. La permaculture, c'est pas une technique. C'est une démarche, une philosophie, c'est une science si on veut, mais ce n'est pas une technique. On va utiliser les techniques pour justement arriver à créer un système durable, à créer un système efficace, résilient, un système humain intéressant. Donc on va utiliser plein de techniques, mais ce n'est pas une technique. Donc il faut toujours vous méfier. Il faut toujours vous méfier quand on vous commence à dire toi tu n'as pas ton aromate ta spirale d'aromates, donc tu n'es pas permaculteur. Toi tu n'as pas ton mandala, tu n'es pas permaculteur. Toi tu n'as pas ta butte en permaculture, tu n'es pas permaculteur. Méfiez-vous de ça. Parce que ça devient très dogmatique du coup. Non, c'est pas ça la permaculture. La permaculture, c'est d'arriver à créer un système qui soit efficace, où que vous allez y prendre beaucoup de plaisir, et donc vous allez prendre soin de vous et soin de ceux qui vivent le système, donc soin des hommes. Et puis créer l'abondance et puis aussi faire qu'il y ait le moins d'impact, pas d'impact en termes de négatif sur l'environnement. Et là, voilà, vous n'êtes pas obligé pour autant de faire des buts en permaculture qui, en règle générale, quand on les fait mal, quand on ne comprend pas comment fonctionne un sol, ça peut être rédhibitoire, ça peut être tout l'effet inverse. Des buts en permaculture, si vous ne comprenez pas comment fonctionne un climat et le sol, vous allez vous faire avoir très vite. D'ailleurs, but en permaculture, c'est quelque chose qui est arrivé bien après, c'est pas quelque chose qui fait partie de la panacée qu'on peut imaginer. D'ailleurs, moi j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de panacée, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de recette qui va révolutionner le truc en termes techniques. Il va falloir que vous adaptiez la technique par rapport à votre contexte, de là où vous êtes, du climat que vous avez, du sol que vous avez, de l'ensoleillement, des vents, de l'eau, de tous ces paramètres-là. C'est là qu'il va falloir être malin et qu'il va falloir être intuitif sur des choses et qu'il va falloir être créatif et avoir de la connaissance sur bien d'autres. Et donc la lasagne, par exemple, ça c'est intéressant, c'est pas non plus une panacée, ça fonctionne plutôt bien, ça fonctionne un peu partout, donc ça a cet avantage-là, et c'est surtout très simple à mettre en place. Et c'est assez pédagogique, et c'est assez ludique. Mais, encore une fois, il faut comprendre comment fonctionne un sol. L'avantage de la lasagne, c'est que vous ne touchez pas votre sol, vous mettez ça sur votre sol actuel. Il peut être arable comme il peut être minéral. Vous pouvez faire ça sur une terrasse, sur votre balcon, vous pouvez faire ça sur un parking, vous pouvez faire ça sur n'importe où, ça fonctionne aussi. Et donc, vous mettez des couches organiques. La lasagne, vous mettez des couches, c'est mnémotechnique, la lasagne, vous savez la cuisiner et tout ça. Même si historiquement ça ne vient pas de là, c'est Patricia Lanza qui est américaine et donc c'est plutôt porté par son nom. La lasagne Abed qu'il a créé un peu d'une manière un peu ainsi, pas par accident, mais un peu sur le tard. Et donc cultiver son jardin à lasagne, c'est que vous faites une couche de matière verte. Donc matière verte, c'est tout ce que vous voyez de vert autour de vous, tout va bien. C'est la matière azotée, c'est la matière molle, c'est la matière humide. Donc la tonte de gazon, l'herbe fraîche, les orties, les feuilles de haies vertes encore, tout ce que vous voyez vert. Alors, et puis vous avez la matière brune, c'est la matière sèche. Donc la matière, quand vous la touchez, elle est sèche, elle est carbonée, c'est du carbone. Donc ça, vous avez le carton, le papier, mais vous avez aussi les feuilles mortes, les pailles, les copeaux de bois, voyez, tout ce que vous pouvez imaginer de sec et de brun, ce qu'on va appeler la couleur brune ou la couleur marron. Et bien les deux superposés, vous montez, vous faites des couches de 5 cm, vous montez à 30 cm pour un sol arable, à 50 cm sur un sol comme celui-ci. Et là, vous plantez directement, vous semez directement. Et vous allez, je vous invite à venir voir la lasagne qui a été faite il y a 3 semaines au parc du Grand Chénier. Vous allez voir que ce que je vous raconte n'est pas toujours que des carabistouilles. Voilà. Et ça, c'est les habitants qui ont mis ça en place. Et vous allez voir les tomates comme elles sont, les salades comme elles sont venues en l'espace de 3 semaines, les choux comme ils sont. Il y a un peu de désherbage à faire parce qu'il y a à rajouter du compost au-dessus. Ce n'est pas obligatoire. On ne le fait pas tout le temps, là ça amène plutôt des inconvénients, c'est de mettre de l'herbe, alors qu'il n'y aurait pas du tout d'herbe si on n'avait pas mis ça aujourd'hui. Donc vous voyez que vous avez des procédés qui font que vous allez créer un sol fertile assez rapidement. Vous allez avoir beaucoup moins de pression d'arrosage, parce qu'un sol fertile, plus il est fertile, plus il va retenir de l'eau, plus il va créer de l'eau, va favoriser de l'eau. Vous avez énormément de micro-organismes, ça crée de l'énergie, ça crée de l'eau. Ça crée la vapeur d'eau. Promenez-vous dans une forêt par temps caniculaire, vous allez voir qu'il y a toujours de l'humidité sous une forêt. Dans un terrain arable et tout ça bien fertile, vous avez toujours un peu d'humidité quand même. Cette humidité-là, elle est importante. Ça évite de moins arroser, aussi d'avoir de moins de pression en termes d'arrosage. Et puis, ça va endiguer énormément vos mauvaises herbes. Vous allez avoir plein d'avantages à faire ça. Et puis surtout, vous allez recycler, vous allez réemployer votre matière organique. Les feuilles mortes,
Les tontes de pelouse, vous voyez, tout le monde va bien là, parce qu'on ne sait plus quoi en faire à un moment donné. Les tontes, c'est maintenant, les feuilles mortes, c'est l'automne. Les feuilles mortes, on peut les conserver, donc vous les conservez l'hiver. Vous faites un tas, soit dans une poubelle parce que vous n'avez pas beaucoup de place, soit que vous faites un tas chez vous et vous laissez passer l'hiver dessus, ça va commencer à composter. Et puis après, vous avez la tonte qui arrive au printemps, vous faites les couches et là, vous plantez directement dessus. Vous pouvez mettre du carton tout à fait au début sur votre sol pour éviter que les herbes, s'il y a des herbes, elles viennent vous embêter. Et là, vous êtes heureux parce que vous allez avoir des plantes vous allez tout de suite le voir, vous allez densifier beaucoup plus parce que vous êtes sur un sol fertile, donc vous allez pouvoir vous permettre de densifier. On compte à peu près que sur 1 mètre carré de lasagne, ça correspond à 2 mètres carrés de jardin classique. Donc ça veut dire que vous avez besoin d'avoir moins de surface. Et puis vous allez devenir un extraterrestre autour de votre voisinage parce que vous allez chercher les voisins en disant « Qu'est-ce que tu fais de ta tonte, toi? Viens me la déverser chez moi. Qu'est-ce que tu fais de tes feuilles mortes ?» Et là, elle va dire « Mais vous n'êtes pas bien. » Mais si, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, c'est de l'or que vous êtes en train de jeter en déchetterie. C'est de l'or, ça, sur le sol. Nos paysans, avant, on connaissait la valeur de la ferme au tas de fumier qui était devant, hein, pas au tracteur de 400 chevaux. Donc, c'était ça, l'or, c'était le fumier. Et le fumier, c'est du compost. Parce que le fumier des animaux, c'était de la paille et les excréments. Et donc, les excréments, c'est la matière. Alors, c'est toujours l'exception qui confirme la règle. C'est la matière verte qui est brune. Pourquoi? Parce que les crottins, les bouses de vache, les fientes de pigeons ou de poules ou les crottes de moutons. Mais ça, en fait, c'est la matière verte, même si elle est brune, parce que c'est la matière qui est humide. Vous avez bien, si vous ne la toucherez pas, mais bon, vous y voyez bien que c'est humide et que c'est plein d'azote, c'est énorme. Et puis, mélangé à la paille, vous avez la matière carbonée, les deux, vous faites du compost. Et la lasagne, vous allez jardiner dans du compost, tout simplement. Ne montez jamais plus de 50 cm de haut parce que vous allez monter en température, et du coup, ça va être préjudiciable pour vos plantes. Mais jusqu'à 50, vous êtes tranquille. Et voilà, et la nature travaille pour vous. Et vous allez voir très vite, en l'espace d'un mois et demi, ça va devenir un terreau, ça va devenir un compost mûr, et ça va grouiller de vie. Ça va grouiller de vie que vous ne verrez pas pour autant parce que ça sera invisible à l'œil nu. Et vous allez voir les vers, par contre, vous allez voir plein de choses qui vont arriver. Et comme ça va être un lieu extrêmement fertile, vous allez aussi avoir quelques écueils. Les oiseaux qui aiment bien ça vont commencer à gratter. Les chats qui adorent la souplesse vont venir ici. Voilà, vous allez aussi avoir ça à gérer, mais vous allez trouver des solutions parce que vous êtes forcément créatif. Vous voyez que tout va bien. Voilà. Il y a des formes de créativité, en effet, qui peuvent passer par... Après, réfléchissez à tout. C'est vrai que le chat est un spécimen particulier. Mais après, on peut trouver d'autres solutions, c'est-à-dire de mettre des brindilles dessus. Il ne supporte pas, le chat, d'être dérangé quand il fait ses besoins. Il est très précieux, en fait, le chat. Attention. Donc après, voilà, après vous avez des solutions assez rapides par rapport au jardin qu'on peut mettre en place facilement. Ça on l'a oublié, mais c'est que nos anciens, ils l'utilisaient beaucoup et ils arrivaient à avoir des productions l'hiver qui étaient extraordinaires. Aujourd'hui, on ne sait plus cultiver l'hiver, on ne sait plus faire de potager l'hiver. C'est inouï, on a perdu ça en 2 générations. En 50 ans, on a perdu ça. On ne sait plus jardiner l'hiver. Allez vous promener dans les potagers l'hiver. Vous n'allez pas voir peut-être vos grands-parents encore. Mais non, mais c'est vrai. Hein. C'est-à-dire, on ne sait plus jardiner l'hiver. On a l'impression que l'hiver, on ne mange pas. L'hiver, on ne mange pas, alors que c'est là qu'on mange beaucoup. Il nous faut des calories l'hiver, on est d'accord. Eh bien, c'est là qu'il faut donner un peu de... C'est tellement valorisant un jardin l'hiver en plus de ça. C'est tellement facile d'avoir un jardin l'été. Non mais c'est vrai, c'est facile d'avoir des citrouilles et des courgettes, comme j'ai vu tout à l'heure. C'est peut-être plus compliqué de faire par exemple des salades d'hiver, c'est un peu plus compliqué, ou de faire des radis d'hiver, c'est un peu plus compliqué. Alors que c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Nos anciens savaient très bien le faire. Vous prenez les maraîchers du 19e siècle autour de Paris, ils savaient, avec 1000 mètres carrés, cultiver énormément. Ils n'avaient pas de technique, ils avaient beaucoup de main-d'œuvre. Par contre, enfin, ils travaillaient énormément, c'était énormément. Ils avaient un sol très très fertile, ils travaillaient énormément. Mais ils utilisaient des couches chaudes, notamment. Ils utilisaient les fumiers pour permettre d'avoir de la chaleur, de produire de la chaleur, et par-dessus, eh bien, ils cultivaient. Et donc cette chaleur-là permettait d'avoir des primeurs, d'avoir aussi de faire des semis très en avance, de gagner sur le temps, sur les périodes, et de pouvoir cultiver des choses qu'on ne peut plus imaginer cultiver maintenant en plein hiver. Mais ils savaient très bien le faire avant. Donc il suffit de reprendre ces techniques toutes simples. Et en plus de ça, on fait du recyclage. Parce que je peux vous dire que le fumier, même en ville, vous le trouvez facilement. Qui n'a pas son poney club, son haras, sa zone de plateforme de compostage et tout ça? Il y en a partout de ça. Et on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment gérer ces déchets, parce que c'est considéré comme des déchets, alors que c'est des véritables ressources. Allez chercher ça, vous allez comprendre ce que ça peut vous apporter.
Et en plus de ça, on va vous faire un grand sourire pour vous le donner. Allez, allez à la déchetterie, vous allez voir les remorques qui arrivent. Vous dites, oh, jetez pas dans les bennes, je le prends dans ma remorque. Vous allez comprendre déjà toute la valeur ajoutée que vous pouvez avoir. C'est extrêmement... on peut comme ça trouver en tout cas des solutions. C'est comme ça que nous, on les trouve, et même en ville. Le sol. Alors demain, si vous voulez venir, ben voilà, on va travailler là-dessus. Comment on peut jardiner sur des petites surfaces à la chinoise en étant super productif et en étant super attentif à ce que l'on fait. Et en plus de ça, c'est des jardins du feignant, ce que je suis. Ça veut dire que si vous voulez être plus dans le hamac, dans le jardin, c'est génial ça. Vous allez produire. Vous n'allez peut-être pas faire des conserves, énormément de conserves. Vous allez produire, vous pouvez produire toute l'année et vous pouvez produire pour toute votre famille des produits frais toute l'année. Et là, je vous invite à venir demain. C'est la surprise. Alors, il faut que j'ai un peu de... Alors ensuite, voilà, vous avez des solutions qui fonctionnent vraiment bien, qui sont des solutions de Jardisac, des solutions qui semblent gadgets, mais qui peuvent apporter vraiment une plus-value. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a récupéré des gouttières et qui en a fait des fraisiers ou des salades, donc dans les gouttières en hauteur. Et vous avez des Jardisac, moi j'en ai fait, c'est assez bluffant. Hein. Le Jardisac avec un sac récupéré, vous faites énormément de production. Vous mettez la bonne terre dedans, du bon fumier dedans, et là vous faites des trous dans votre sac, vous l'habillez d'une toile de jute pour que ce soit un peu sympa. Vous prenez un sac à plastique, c'est intéressant le sac en plastique parce qu'il va y avoir en permanence une condensation et ça va permettre de perler de l'eau à l'intérieur et donc ça va arroser aussi votre système. Et quand vous avez à l'arroser, vous prenez une bouteille comme ça que vous avez forcément recyclée parce que vous avez détourné votre bouteille, vous coupez ici, vous faites un entonnoir, vous mettez dans votre trou et vous mettez votre arrosoir et vous arrosez précisément sans en mettre partout, quoi. Et ça va bien arroser vous avez des tomates, des radis, des choux, j'ai eu des courges moi dedans, ça fonctionne bien. Donc ceux qui ont des balcons peuvent avoir ces types d'opérations-là et de mettre des fraisiers, des choses et vous pouvez bouffer et avoir des aromates aussi. Vous pouvez manger sur des tout petits lieux, des tout petits... Et en plus de ça, comme vous aimez, comme on adore ça, déménager les salons et tout, de réagencer les trucs, vous réagencez, vous prenez votre sac, vous le changez de place. C'est beau, non ? Et comme ça, vous pouvez décliner, vous pouvez jouer sur la verticalité en récupérant des pots en permanence. Vous avez plein de solutions possibles. Ce qui est important, c'est la notion de l'arbre. L'arbre, et surtout dans les villes, particulièrement dans les villes, c'est vraiment l'arbre est important. C'est complètement désincarné de l'arbre. L'arbre, on devrait se prosterner devant un arbre. Parce que sans lui, on aurait du mal aujourd'hui à être aussi ce que l'on est. Donc l'arbre, il va constituer les sols, il va permettre justement de faire que les nappes phréatiques se régénèrent. C'est l'arbre, c'est son système racinaire qui va permettre ça. L'arbre, il est capable de créer des argiles, de remonter des argiles, de remonter les éléments, de faire en sorte... En agroforesterie, on va travailler là-dessus pour remonter les éléments, pour permettre aussi qu'il y ait des altérités avec les champignons, avec nos plantes que l'on met, pour arriver à avoir une fertilité. Un arbre, un chêne qui a 200 à 250 mètres va avoir une action sur votre jardin. Un chêne de 100 ans à peu près. L'arbre est vraiment très important. Donc il faut remettre l'arbre, et notamment dans les villes. On a tendance à en faire l'inverse, et c'est bien dommage, parce qu'en plus de ça, c'est un climatiseur. Regardez ce qu'il est capable de faire, l'arbre. Il participe à l'épuration de l'air, il piège le CO2, il neutralise les polluants, il filtre les poussières, les pollens, il protège et favorise une biodiversité hyper importante, hyper intéressante. Il régénère et constitue les sols arables. L'arbre, lui, tout ce qui va se faire tomber sur terre, il va nourrir le sol, nourrir le sol, nourrir le sol. Les lasagnes, en fait, vous regardez une forêt et puis vous faites exactement la même chose. Ça tombe en permanence sur le sol. Vous avez des milliards et des milliards de micro-organismes qui digèrent ça en permanence, qui digèrent, qui défèquent, qui digèrent et qui créent cette condition de fertilité-là. Et bien c'est ça que l'arbre propose. Ça veut dire que dans votre jardin ou chez vous, d'abord il va vous climatiser votre maison et en plus de ça, il va faire en sorte de pouvoir apporter une plus-value pour votre jardin. Et tant qu'à faire, utiliser un arbre où vous pouvez manger dessus. Donc l'arbre fruitier, important. Si vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui, là, chez moi, j'ai mon cerisier, je me fais de ces espèces d'orgies de cerises, parce que si je devais les acheter au prix que c'est au kilo, il y avait une étude de l'INSA 1976 qui disait que c'était la cerise en 1976, 80% était autoconsommée. C'est autoproduit. Donc vous voyez que c'est fort l'autoproduction encore chez nous. Alors c'était 76, hein, ça a peut-être bougé depuis. Et donc les cerises, je suis bien content d'avoir mon cerisier.
Voilà. Et puis je peux vous dire qu'il y a d'autres, j'ai d'autres arbres fruitiers qui permettent d'avoir des fruits toute l'année, à toutes les saisons. Et ça tombe bien, j'adore faire des jus de fruits directs. Et donc du coup, tout ça participe aussi à mon propre plaisir et à mon bien-être en termes de santé. Ça infiltre les lots. Aujourd'hui, on se plaint que, d'abord, on a l'impression qu'il a énormément plu, on se plaint qu'il y a énormément d'eau qui coule partout. Ben oui, mais l'arbre va permettre justement de rendre les terrains poreux et de faire en sorte que l'eau va pouvoir beaucoup plus s'infiltrer facilement et régénérer les nappes phréatiques. Aujourd'hui, toute l'eau qui est tombée cet hiver, on a l'impression qu'on en a pour des années, on est déjà en déficit hydrique. Et ça, on a du mal à l'imaginer, mais on est déjà en déficit hydrique. Pourquoi? Parce que toute l'eau qui est tombée, elle est partie dans les ruisseaux, dans les rivières, dans les océans, dans les estuaires. Toute l'eau, elle est partie, elle a ruisselé. Il n'y a plus de haies, il n'y a plus d'arbres pour pouvoir faire pénétrer cette eau-là. Donc forcément, alors dans les villes, je ne vous en parle même pas, dans les villes, c'est un vrai souci. Donc vous avez la chance à Quetigny d'avoir une ville verte, une ville avec vraiment beaucoup d'arbres. Donc tant mieux, il faut les garder, ces arbres. Alors après, il y a des arbres on ne peut pas garder. Il faut être aussi cohérent. Il y a des arbres qui sont malades, il y a des arbres qui sont dangereux et tout. Bon, d'accord. Mais je veux dire que quand on peut garder l'arbre, on le garde. Et quand en plus cet arbre-là, il peut nourrir, eh bien, on en fait des fonctions différentes. Mais l'arbre apporte énormément. Ça, là, ça, par contre, moi, ça me fait mal au cœur quand je vois ça. Voilà, quand je vois ça, ça me fait très très mal au cœur. Ça veut dire que là, on n'a rien compris à l'arbre. On a l'impression que l'arbre, c'est un bout de bois comme ça, qui ne vit pas, qui n'a absolument aucun intérêt. Et que c'est lui qui va poser tous les problèmes. Voilà, qui va détruire les routes, qui va remonter le parking et tout ça. Mais vous savez pourquoi les arbres détruisent les routes et les parkings? C'est bien parce qu'on en a fait justement une zone étanche. Comment voulez-vous que les racines qui ont besoin d'oxygène, les racines, si elle n'a pas d'oxygène, elle ne peut pas vivre, eh bien, elle a besoin de forcer pour trouver l'oxygène, donc elle va monter. Donc il suffit, vous ne verrez jamais ça dans un parc comme le parc de Chénier, des Grands Chéniers, vous ne voyez pas les racines monter. On est d'accord, vous n'êtes pas sur un sol artificialisé, vous n'êtes pas sur du bitume ou du béton, vous n'êtes pas sur de l'asphalte, donc vous n'avez pas les racines qui montent. Les racines, elles ne sont pas faites pour monter, à part dans les mangroves, et encore, elles font ça pour respirer. Ok? Donc ça veut bien dire qu'on méprise l'arbre. Et du coup, on va dire c'est à cause de l'arbre, on va le couper parce qu'il y a le parking qui fait ça. Ben oui, eh oui. Parce qu'en plus de ça, il va créer une zone humide forte, ce parking, entre le parking et puis le sol, il va y avoir une zone humide et la racine, elle va aller là où il y a l'eau, toujours, parce qu'elle est attirée par l'eau, parce qu'elle a besoin d'un arbre de 100 ans, il peut consommer jusqu'à de 250 à 400 litres par jour d'eau. Donc vous imaginez, c'est pour ça qu'il transpire beaucoup et c'est pour ça qu'il crée une énorme fraîcheur, une énorme moiteur qui est un climatiseur. Aujourd'hui, dans les zones d'îlots de chaleur que l'on crée, eh bien, l'arbre, c'est un vrai allié pour lutter contre les îlots de chaleur, c'est des vrais îlots de fraîcheur. Franchement, quand vous avez une canicule, vous allez où? Sous un arbre, on est d'accord. Voilà, vous n'allez pas sous une bâche plastique. Vous n'allez pas à l'ombre d'un... Voilà, vous allez sous un arbre, c'est pas pour rien. Au-delà de son ombrage, c'est tout ce qui va amener en termes de moiteur et de fraîcheur. L'arbre est super important. Quand vous voyez ça, là, c'est catastrophique. Là, vous voyez, le platane est en voie de disparition en France, on sait pourquoi. Ces tailles-là, c'est inadmissible. Enfin, pour moi, ça l'est pas. Moi, je suis malade quand je vois ça. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas le bien-être de la plante, on en fait vraiment. Et tout simplement, on va couper les arbres parce que justement, ils vont créer des problèmes de canalisation ou ces choses-là. Il faut savoir qu'une racine ne va pas démolir une canalisation. C'est pas vrai. Elle va aller dans la canalisation parce que la canalisation est déjà friable. Elle est déjà scindée. La racine, dès que c'est dur, elle a un apex particulier, assez souple. Dès que c'est dur, hop, elle contourne. Vous verrez d'ailleurs dans les rochers, les racines, elles font ça. Hop, hop, les pierres, quand c'est très rocailleux, elles font ça. Donc il ne faut pas croire, si elle rentre dans la canalisation parce qu'il y a de l'eau, elle va chercher de l'eau, elle est intelligente, la racine, c'est parce qu'il y a déjà une faille dans la canalisation. C'est tout. Donc tout ça, l'arbre, il faut vraiment le voir comme un élément fondamental. Et imaginez dans les villes tropicales, sous les tropiques, s'ils n'avaient pas l'arbre. Allez vivre dans, je sais pas, vous allez comprendre ce que c'est que de vivre quand il n'y a pas d'arbre, quand il fait 45 degrés dehors. Donc vous voyez que l'arbre est important et l'arbre va permettre aussi de travailler sur l'eau. Autrefois, ceux qui géraient nos forêts domaniales, on les appelait les eaux et forêts. Donc c'était lié, la forêt était liée avec l'eau, l'eau était liée avec la forêt. Aujourd'hui, on a séparé les deux, on a fait comme si ça n'existait plus. Nos anciens savaient très bien gérer ça parce qu'ils savaient très bien que les forêts permettaient que les eaux, on les capte bien et savaient que par les eaux, les forêts pouvaient être ce qu'elles sont. Les dynamiques des forêts et tout ça. Ça, perdu, fini. On n'en parle plus. Eh bien,
Si vous mettez des arbres, vous allez comprendre que vous allez régénérer des nappes phréatiques, des nappes souterraines, vous allez remettre de l'eau là où il faut. Toute l'eau qui est tombée cet hiver, qui était conséquente, eh bien, elle n'est pas partie, elle n'a pas amené vos sols, les sols fertiles qui sont partis dans des torrents de boue. Normalement, ça ne devrait pas exister les boues. Le sol, il devrait être retenu par ce fameux complexe argilo-humique. Et d'ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit dans les lasagnes, ce qui est vraiment important, c'est d'amener de l'argile dans vos lasagnes. Et comment vous amenez de l'argile ? Tout simplement, vous prenez vos sacs de chat que vous sans utiliser le fusil avant, hein. Donc les litières de chat, vous regardez, vous achetez une litière qui sont souvent les moins chères, c'est les litières 100% naturelles à base d'argile, souvent c'est de la bentonite qu'ils mettent dedans, et ça c'est une très bonne argile pour le jardin. Donc vous prenez un sac de 15 kg qui va vous coûter 6 €, avec un sac de 15 kg dans votre jardin, vous en avez pour 2 ou 3 ans. 2 ou 3 poignées par mètre carré de votre lasagne et vous amenez votre argile. Donc vous avez votre humus et votre argile. Les deux combinés, ça fait le complexe argilo-humique. Et là, vous êtes heureux. Enfin, vos plantes surtout. Et votre sol, je ne vous dis pas. Donc vous voyez, c'est tout simple en fait. Et comment on peut trouver des solutions simples sans que ça ne soit coûteux et que ça apporte vraiment une plus-value. Donc l'eau, on va toujours essayer, elle est trop précieuse, on ne va pas la gaspiller, on va faire en sorte de pouvoir la récupérer du mieux possible, de pouvoir la faire qu'elle ralentisse du mieux possible. Il y a bien que nos ingénieurs qui ont inventé la ligne droite parce que les rivières et tout ça ne sont jamais droites dans la nature, les torrents ne sont jamais droits, on est d'accord, il n'y a que les chenaux, les canaux qu'on a fait droit. On sait que c'est compliqué quand il y a énormément d'eau qui arrive pour qu'elle puisse s'étaler et tout ça, donc ça devient des vraies problématiques. Et bien là, il va falloir revenir sur comment on travaille la notion d'eau, comment on regarde les courbes de niveau, comment on fait ce qu'on appelle des baissières, c'est-à-dire que l'eau va circuler d'une façon particulière pour ne pas venir éroder votre terrain, que là où passe l'eau, vous allez pouvoir mettre des plantes qui ont besoin de plus d'eau, donc vous allez être malin, vous allez incurver légèrement là où vous avez des pentes, sur l'incurvation, vous allez y mettre des plantes qui ont besoin d'eau, comme le cassissier, vous avez des plantes qui aiment plus d'eau que d'autres, et puis sur le rebord que vous allez faire, vous allez mettre des plantes qui ont besoin de moins d'eau, par exemple, comme la tomate qui a besoin de moins d'eau, contrairement à ce qu'on croit souvent. Donc vous voyez, vous trouvez toujours des solutions pour arriver à optimiser votre terrain. Et puis moi, regardez, ça c'était là où j'habitais avant, j'ai fait une mare. Alors une mare, ça a l'air, c'est très sympa, ça permet de faire une zone humide. Je ne suis pas allé acheter ni un liner ni une géomembrane qui coûte la peau des fesses. Je ne suis pas allé chercher ça, je suis juste allé voir une entreprise de poids lourds, de transport, pardon, oui, qui avait des poids lourds. Et donc ils ont des bâches éventrées souvent et qui jettent et ça leur coûte à la déchetterie. Ces bâches-là sont très très solide. Et bien, moi j'ai utilisé la bâche, je me suis fait une mare qui 10 ans après est toujours là, qui n'a pas bougé, parce que je peux vous dire que l'étanchéité d'une bâche de camion, là vous en avez pour moi, donc ça m'a rien coûté. J'ai fait le plaisir de pouvoir récupérer un élément au lieu que ça soit recyclé, que ça coûte très cher en énergie, et pour arriver à faire une mare, une zone humide qui aujourd'hui est toujours là d'ailleurs, et j'arrose avec de l'eau qui est riche naturellement. C'est une eau qui est ambiante, qui est à température ambiante, et donc ça permet de pouvoir ne pas faire trop d'amplitude thermique quand j'arrose, surtout quand on arrose quand il fait très chaud ou quand le sol est déjà trop chaud, ça évite de faire des amplitudes thermiques, d'avoir une eau ambiante, une eau à température. C'est pareil si vous récupérez l'eau ou si vous avez de l'eau de pluie, eh bien, prenez l'eau de pluie, montez-la dans des réserves d'eau, prenez l'eau qui est en température ambiante, ça sera beaucoup moins préjudiciable pour votre sol et pour vos plantes. Vous voyez, c'est des choses toutes simples que vous pouvez mettre en place. Si vous avez l'eau de la ville, si vous arrosez, ça peut arriver, voilà, et bien vous mettez d'abord l'eau à décanter dans une zone, un réservoir d'eau, et vous arrosez avec ce réservoir d'eau, ça sera beaucoup mieux pour vos plantes.